Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel. Je te laisse te présenter, Mathis. Enchanté, je m'appelle Mathis, du coup entrepreneur depuis maintenant 2 ans. J'accompagne coach formateur en ligne à développer leur activité. Ça fait plaisir d'être là. Ok, je te laisse du coup te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Comme j'ai dit, je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat quand j'avais 16 ans. J'ai fait un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. J'ai fait de la revente de paires de chaussures, pour donc la revente de sneakers. Après, j'ai fait de la crypto-monnaie, des NFT, etc. Enfin, concrètement, un petit peu tout ce qu'on pouvait faire au début quand on est jeune pour gagner de l'argent sans forcément avoir besoin d'avoir un cadre juridique hyper précis. Et puis très vite, en fait, je me suis orienté vers tout ce qui était business en ligne. J'ai monté ma première agence de publicité quand j'avais 17 ans, 18 ans. D'accord. Honnêtement, je vendais de la publicité sans savoir en faire. C'est-à-dire que j'ai appris à faire la publicité avec mon premier client, qui était Banemi, qui était un restaurant vietnamien D'accord. dans le 9e, que j'avais été démarché en porte-à-porte. Et donc très vite, j'ai commencé à comprendre l'opportunité que représentait aussi le business d'infoprenariat, les structures infoprenariales de manière générale, et la vente d'informations. Et donc j'ai commencé à me pencher là-dessus. J'ai commencé par faire des créations de school pour les infopreneurs parce que je voyais que ça arrivait en France, que c'était vraiment quelque chose de très puissant. Ça venait vraiment, ça pétait aux États-Unis depuis déjà quelques années. Et je me suis dit qu'en France, il fallait vraiment l'implémenter. Donc au début, je faisais des créations de school chez moi pour des gros infopreneurs. Et puis j'ai été très longtemps frustré de voir que justement les infopreneurs utilisaient quand même très très mal tout ce qui était outils communautaires. Ils l'utilisaient pas du tout à leur plein potentiel, et donc j'ai voulu construire un accompagnement justement à 360 qui allait couvrir toutes ces thématiques-là, comment justement scaler un business un infoproduit avec un système communautaire. Et ça c'était il y a environ il y a un an, et depuis ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui on a vraiment une équipe de scaling 100% dédiée de A à Z à l'activité de nos clients, où en fait on va couvrir tous les points cardinaux de nos clients, en passant par l'ADS, la création de contenu, le setting, le closing, tout ce qui est construction de tunnel de vente, copywriting. On fait vraiment une offre à 360 destinée à faire scaler nos clients. Donc j'ai quand même beaucoup évolué depuis la revente de sneakers, mais voilà, c'est un petit peu mon parcours, quoi, Ok, super intéressant, donc c'est ultra complet. Ouais, carrément. Et toi alors, dis-nous un peu comment t'as commencé, par quoi t'es passé. Alors moi j'ai fait pas la revente de sneakers, pour le coup la revente de maillots de foot. D'accord. Voilà, Okay. j'ai livré des gens de Ouais. chez moi, quoi, des gens de capitale de ma ville. Ensuite je suis passé du coup plus sur les outfits. Ouais. J'ai fait une offre outfit pour vraiment refaire des tenues, souvent Nike, enfin tu vois ce que le genre d'habits. C'était quoi comme style un petit peu? Streetwear. Streetwear. Streetwear et sportswear, tu sais, les Nike Tech. Ok. Et Voilà. qui achetait des trucs comme ça? En vrai, c'est une vraie question. Pas grand monde. Si, quand même pas mal. Quand même. En fait, c'est là quand t'es jeune, Ouais. notamment dans la ville où je suis, c'est tout le temps du sportswear. Ok. Nike, maillot de foot. Non, parce que tu viens d'Auxerre, toi, du coup. d'Auxerre, ouais. Ouais, Je viens d'Auxerre. Et on tous habillés comme ça. Donc moi, je me suis dit, je vais lancer un business là-dedans. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans, ok. Ouais. 16 ans. Et après, c'est de la contrefaçon. Eux, ils le savaient pas, mais je suis transparent. Ouais, bien sûr. Okay. Après, bon, je regrette pas, mais bon, je me dis, j'aurais pu faire un truc un peu c'est... plus petit, mais bon, t'es jeune. T'es jeune, tu testes aussi ce qui peut te rapporter de l'argent. Hein. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de crypto. J'ai jamais été dans le scam ou quoi que ce soit, mais c'est quand même des trucs où tu rentres dans des groupes Discord, tu vas chercher des petits tokens à droite à gauche. Telegram. Ouais, non, c'était des trucs un peu bullshit. Hein. mais ouais, c'est pour ça que tu as aujourd'hui de plus en plus être dans le concret. Et puis, je trouve que aujourd'hui, être dans le scaling, toi aussi, tu es dans le scaling, on va en discuter, ça va être assez intéressant. Ouais. C'est hyper gratifiant dans le sens où, en fait, à chaque fois que tu as un nouveau business qui rentre dans ton accompagnement, chaque business a sa particularité, son domaine, tu vois, ses problématiques, et toi, tu dois trouver ces problématiques, les débloquer et faire scaler. En fait, c'est vraiment un peu comme être un partenaire de croissance, et je trouve ça juste hyper intéressant parce que maintenant, moi, j'ai découvert, grâce à mon accompagnement, énormément de niches que je ne soupçonnais pas, tu vois. J'ai élargi aussi mon réseau et le champ de mes opportunités qui est hyper important. Typiquement, j'ai un client qui coach les commerciaux dans la tech, les sales dans la tech. Et j'avais pas conscience à quel point, typiquement, la sales tech, ça gagnait beaucoup. Tu vois, je sais qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens qui sont dans le cursus classique, etc., pour eux, la voie vraiment à suivre pour gagner de l'argent, c'est la finance. Et je me suis rendu compte, mais en vrai, la finance, c'est quand même un secteur très bouché. J'ai pas l'impression que les salaires de sortie soient si incroyables non plus. Enfin, en fait, faut faire de la tech. C'est ça la nouvelle vibe. Tu fais de l'IA, tu fais des trucs comme ça. Et en fait, quand tu vas bosser pour des mecs comme Microsoft, comme Google, c'est des salaires à 300K par an, sans forcément avoir besoin de passer des trucs de fou furieux. Donc en fait, je me suis rendu compte, tu vois, typiquement, ça m'a fait découvrir énormément de domaines, même dans le leadership, dans le charisme. J'ai des clients qui me font parfois mes plans d'énergie, de je ne sais quoi, etc. Juste parce qu'en fait, c'est leur expertise. Et juste, on a vu qu'on échange tellement vis-à-vis de ça que de plus en plus, on se rend compte que ça nous ouvre à plein d'opportunités, plein de trucs. Je pense que tu as dû vivre un peu la même chose selon ton business. Oui, j'ai des niches assez particulières que je connaissais pas. Moi, j'ai un client qui est dans la pêche.
Dans la pêche. Il apprend du coup des personnes un peu plus âgées, on va pas se mentir, c'est rare quand même que ce soit à notre âge. Pourtant, ce client est là, il a 25 ans. Ah ouais. 25 ans, et il adore pêcher, ça c'est une de ses passions. Hmm. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, autant apprendre aux gens à pêcher. Parce que moi, tu vois, je connaissais pas, il y a le choix des hameçons, en fonction de ce que tu pêches, il faut une canne à pêche précise. Enfin, moi, je te cache pas, je connais pas grand-chose. Hmm. On n'a pas le temps de me faire un cours sur la pêche pour Mais l'instant. bien sûr. Mais en tout cas, c'est super intéressant, et comme on peut voir, chaque niche est monétisable pour le coup. Chaque niche est monétisable. Je connais même quelqu'un qui. Alors, je ne saurais plus exactement dire qu'est-ce qu'il fait parce que je me suis pas énormément renseigné là-dessus, mais je sais qu'il a un accompagnement dans le vélo, pareil. D'accord. Ou juste, je crois qu'il. Alors, je sais plus si c'est sur la réparation des vélos ou si c'est sur justement comment optimiser ses performances en cyclisme, etc. Le mec fait 50K par mois justement avec un accompagnement sur le vélo. Donc, c'est pour ça que les gens qui me disent, ouais, mais qui va acheter ça? Tout le monde. Enfin, il y a plein de gens qui sont. En fait, à partir du moment où tu cibles une problématique précise d'une catégorie de personnes, tu as forcément des gens qui sont prêts à payer pour résoudre cette problématique. C'est ça. C'est aussi ça, toute la magie et la puissance de ce business-là. C'est que tu n'as pas besoin de faire quelque chose qui. En fait, c'est pas genre fais un truc pour faire ce qui te plaît. Tu vois, c'est pas gagner de l'argent pour faire ce qui te plaît. C'est fais ce qui te plaît. Et monétise-le et rends-le justement et vive grâce à ce qui te plaît, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment incroyable parce que peu importe ta compétence, peu importe ton domaine d'expertise, peu importe ce qui te fait kiffer, tu peux créer justement un produit autour de ça. Alors évidemment avec des stratégies, et c'est jamais tout beau tout rose, tu vois. Mais je pense que passé un certain moment, tu peux commencer vraiment à rentrer dans une dynamique où tu aimes concrètement vraiment ce que tu fais, tu délivres des vraies transformations à tes clients et le tout en bossant sur des sujets qui te font mais vraiment kiffer, quoi. C'est Hormozy qui disait ça aussi, justement. Il Mm. disait, bon, vous aurez toujours l'impression de travailler parce que quand tu passes des heures et des heures sur un projet, tu travailles. Ouais, bien sûr. Par contre, ce sera beaucoup plus facile de passer des heures sur une tâche qui te prend la tête si elle te plaît. Ouais. Et pour moi, justement, moi j'adore le marketing, j'adore la vente. Je suis passionné par ça, je suppose que Mm. toi aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que même on peut travailler des heures et pour autant kiffer. Ouais, bien sûr. Je crois que c'était d'ailleurs c'était Leila Hormozy qui disait ça. C'était pas love your job, mais c'était job your love, tu vois. Oui. C'était en mode kiffe ce que tu fais et pas genre fais. Enfin, tu vois, bref. Bon, honnêtement, c'était. Je pense que c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut voir les choses. Et évidemment, je pense qu'avec des métiers traditionnels, c'est très compliqué d'aimer vraiment. Après, ça dépend, encore une fois. Il y a plein de gens qui ont la chance de faire des choses qui leur plaisent énormément, même si je pense que tu peux jamais tout aimer à 100% ce que tu fais. Et, même nous, dans le business, il y a forcément des tâches, surtout quand on commence, qui sont chiantes. Mais de manière générale, je pense que ça laisse vraiment cette opportunité-là. Et de plus en plus, je pense qu'on va voir sur le marché des gens arriver avec cette envie de partager et de construire un business autour d'une de leurs passions et un truc qui les fait vraiment kiffer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'objectif de ce business-là, en fait, pour moi. Ouais, vraiment. J'avais une question pour toi. C'est Mhm. quoi qui t'a vraiment donné envie de lancer l'entrepreneuriat? Bah en fait, initialement, moi, je suis vraiment un créatif. Je suis vraiment quelqu'un D'accord. qui aime créer de manière générale. Et en fait, j'ai vraiment changé plein de fois d'idées de métier, de ce que je voulais faire. Pendant très longtemps, j'ai voulu faire l'armée, je voulais être pilote de chasse. Ok, intéressant. Après, j'ai voulu être avocat. Après, j'ai voulu travailler dans la finance parce que je savais que c'est un endroit qui commençait à gagner. Et puis aussi, bon, évidemment, quand tu grandis, tu as envie d'argent et c'est comme tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais faire vraiment quelque chose qui allait m'octroyer la liberté. Et en vrai, c'est un peu un discours bullshit, mais c'est la réalité. En fait, je pense que la raison pour laquelle beaucoup de gens font ce qu'on fait, c'est que ça donne une vraie liberté en réalité. Même bon, si t'es jamais à 100% libre, mais juste le simple fait de pouvoir bosser d'où tu veux, pouvoir en réalité être le seul facteur de ta réussite ou de ton échec. Parce qu'en vrai, dans ce qu'on fait, soit t'es bon, tu gagnes de l'argent, soit t'es pas bon, tu gagnes pas d'argent. C'est vraiment très cartésien comme activité. Contrairement à, tu vois, dans le monde du travail, tu peux avoir un manager toxique, tu peux avoir un collègue qui casse les couilles, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et ce qui fait que de plus en plus, et je pense naturellement, je me suis orienté vers. J'ai testé plein de trucs, j'ai tâté un peu le terrain et je me suis orienté vraiment vers quelque chose qui allait me permettre d'avoir cette liberté et de faire en réalité ce que je voulais. Et la preuve étant, c'est qu'aujourd'hui, je pense que j'ai jamais autant aimé ma vie que depuis que justement je scale des boîtes. Ça me fait kiffer, je trouve ça incroyable de découvrir des nouvelles choses, etc. Et en plus de ça, je gagne de l'argent et je suis relativement indépendant, que ce soit au niveau géographique ou autre. Donc en fait, ouais, je pense que ça c'est venu assez naturellement. Je me suis jamais dit, oui, je veux devenir milliardaire, c'est pour ça que je vais faire ça, tu vois. Mais c'est des choses après qui viennent naturellement. Et je pense, plus t'aimes ce que tu fais, plus t'es bon et plus tu gagnes de l'argent aussi, c'est toujours pareil. C'est ça. C'est ça. Ok. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, il y a une grande partie de la liberté. Moi, Ouais, j'ai jamais bien aimé sûr. l'autorité. Déjà, je n'ai jamais aimé ça, jamais supporté, notamment les profs. En fait, les profs m'ont dégoûté du monde du travail, alors que je ne l'ai pas réellement connu encore. Mm. Moi, j'ai été un peu, tu sais, j'ai fait des jobs par-ci par-là, mais j'ai pas du tout aimé. Et du coup, c'est de la liberté. La liberté. Il y a aussi beaucoup de gens que je voyais,
pas que je suis fanatique, mais j'idolâtre beaucoup, Ouais. notamment Bernard Tapie. Ouais. J'adore, c'est un peu mon exemple de réussite Mm. en business français. Et en fait, je me suis dit, en fait, ce qu'il a fait, je veux le faire. Tu veux corrompre le club de foot d'Auxerre, c'est ça? Non, si j'ai un club à acheter, c'est le Paris Saint-Germain. Ouais, ça va falloir aligner les billets, je pense. Il coûte cher, je crois. Ouais, tu Le m'étonnes. Qatar derrière. Mais- Après, je pense, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, faut quand même être faut quand même faire assez attention avec ces discours de liberté, parce que je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un des seuls métiers où tu pourras vraiment avoir la liberté. Par contre, je pense qu'il faut faire très attention parce que beaucoup de gens se lancent là-dedans en pensant qu'ils vont avoir la liberté, mais ils sont plus employeurs, mais ils bossent pour leurs clients. Et en fait, ça devient un peu les nouveaux esclaves de leurs clients. Et ils sont enfermés parce qu'ils ont des obligations. Et en réalité, on a tous des obligations. Après, je pense que c'est une manière de les gérer qui fait qu'en fait, ça les colle et ça les force littéralement à bosser. Et en réalité, c'est au lieu d'avoir un patron, bah là, t'en as 10 parce que t'as 10 clients, tu vois. Et en Oui. fait, ils te donnent des trucs. C'est aussi le problème, je trouve, des business de prestation de services. Tu vois, où c'est genre 100% du done for you, et du coup, tu es un peu esclave de ta delivery, et c'est un modèle que je trouve qui est très difficilement scalable, parce que très coûteux en temps, etc. Donc je pense, mais il faut faire quand même assez attention avec ce modèle-là, qui n'est pas non plus tout beau tout rose. Je pense qu'avec les mauvaises stratégies et les mauvais process, tu peux très vite aussi t'enfermer et devenir un peu esclave de ton business, et du coup, de complètement anéantir cette liberté qu'on a tant cherché, tu vois. Oui, c'est ça. Après, j'ai pas le discours, t'inquiète pas, de la personne qui va te dire Ouais, bien sûr. tu vas travailler 2 heures par jour. Ah non. Alors, même à notre niveau, on en a la preuve, on travaille pas 2 heures par jour. Bah pour le ouais, coup. je pense, surtout au moment où on en est, quoi. Oui, c'est ça. En fait, plus vous faites d'argent, pour moi, plus vous allez travailler parce que le scaling, ça prend du temps. Mm. Ça prend du temps. Ceux qui vous disent que vous gagnez 50 000 euros par mois en travaillant 2 heures, Non, mais c'est pas c'est possible. pas possible. C'est pas possible. Après, enfin, tout est possible. Mais il y a une question de chance, il y a une question Oui. de. Typiquement, tu as buzzé sur un truc sur les réseaux sociaux, tu vas vendre un produit, ça a marché. Bon, bah, ok, c'est des choses qui sont. Mais en tout cas, sans de la chance, je pense que pour rendre vraiment le succès inévitable, il faut jouer et juste bosser 14 heures par jour. Et en vrai, c'est tout con. Ça fait aussi un peu, encore une fois, discours de ouais, on m'appelle The Beast, moi. mais en réalité, je pense que tu dois aussi être capable de dire on est jeune, on a de l'énergie, on n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, bah, faut en profiter et il faut bosser peut-être quoi, de 12-13 heures par jour. Et puis tu vois, tu fais ça pendant 5 ans. Et après, je pense que tu as beaucoup plus de recul quand tu as 5-6 millions sur un compte et que tu dis ok, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois. Ouais, Oui. tu dis ça avec 5-6 millions sur un compte, t'as plus de légèreté, tu vois. T'es moins pressé par le putain, comment je vais payer mon loyer du mois prochain, ou alors comment je vais m'acheter mes courses, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord, on a la même vision pour le coup. Ouais, carrément. Bah après, je pense que c'est une vision partagée énormément d'infopreneurs, même d'entrepreneurs qui sont lancés, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de désillusions. C'est pour ça que je pensais que c'était important quand même d'en parler. Ouais. La désillusion c'est pas non plus facile. Faut vraiment casser cette croyance. Parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et les gens, tu vois, qui vont peut-être vont peut-être écouter ce podcast et qui font peut-être un autre business, tu vois, qui sont peut-être je sais pas, dans l'OFM, dans l'e-commerce, etc. Ils vont se dire ah putain, moi je galère avec mon business, ce sera probablement plus facile dans l'infoproduit. Non. En réalité, chaque business a ses avantages et ses inconvénients. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur business. Je pense que même quelqu'un qui se lance dans l'e-com en 2025, qui peut devenir millionnaire avec les bonnes stratégies, c'est toujours pareil. Maintenant, il faut juste s'accrocher à un truc et pas le lâcher, quoi. C'est ça, c'est ça. Toi, de ton côté, du coup, t'as 20 ans, c'est ça? Ouais, j'ai C'est 20 ans. passé comment un peu avec les parents dans le business? Bah ça, c'est hyper intéressant que tu m'en parles, parce que moi, pour ceux qui ont déjà vu les podcasts que j'ai fait avec Michael Wu, avec Talal, etc., je suis encore à la fac actuellement. Plus pour longtemps, mais je suis encore à la fac. Ok. Donc j'ai un emploi du temps qui est très serré, donc je dors très peu, j'ai beaucoup de cernes, j'espère que ça se voit pas trop. Mais de plus en plus, du coup, je commence beaucoup à me détacher de mon université, parce que bon, il y a un moment aussi, on passe à un certain niveau de chiffre d'affaires, de clients. À partir du moment où la delivery client devient compliquée parce que tu as des contraintes de cours, c'est que là, c'est commence vraiment. En fait, ça c'est tellement frustrant que moi, donc là, d'ici 3 mois, c'est fini. Par contre, mes parents évidemment sont pas d'accord avec ça, et c'est normal, et je leur en veux pas, parce que je pense qu'il faut être très méfiant avec. Il faut prendre avec beaucoup de recul ce que disent les gens, parce qu'en fait, que ce soit tes parents ou même des gens qui sont hyper bienveillants et qui veulent vraiment que ton bien, je pense que parfois ils peuvent te nuire sans le vouloir, pas par malveillance mais par ignorance de ce qui est possible, tu vois, parce que quand ils ont grandi, ils n'avaient pas les mêmes opportunités, ils sont pas au courant des dernières technologies, des dernières opportunités, etc. Et ça, que ce soit les parents, que ce soit les profs, etc. Il y a aussi beaucoup de discours sur les profs qui disent ouais, bah, par exemple, si on écoute les profs, on va finir je sais pas quoi. Les gens parfois disent pas ça avec malveillance. Moi, j'avais pas des profs qui étaient malveillants. Bon, j'avais des connards, mais comme tout le monde. Mais typiquement, pour l'anecdote, j'ai failli redoubler ma première et ma seconde. Parce que mes profs me disaient ah, mais t'as pas le niveau, t'as pas le machin, etc. Et
je pense que c'était pas malveillant. C'est que moi, au vu de mes ambitions, je disais à l'époque, je voulais faire HEC, des trucs comme ça. Il me disait, bah en fait, là, t'as pas les notes qui suivent, c'est normal. Et tu t'y arriveras pas si tu fais ça. En l'occurrence, même moi, ils avaient réussi à me convaincre, tu vois, que finalement, j'étais pas assez bon pour passer dans la classe supérieure à chaque fois. À chaque fois, mes parents, ils se sont battus pour que je passe dans la classe supérieure parce qu'ils sont en mode, c'est hors de question que tu redoubles. C'est pas la honte, mais t'as compris quoi. Donc au final, je suis toujours passé. Au final, je suis passé en terminale, j'avais 14-15 de moyenne. Et puis je suis rentré comme quoi l'année d'après à Assas, dans la meilleure université de France. Justement parce que je les ai pas écoutés. Et encore une fois, je vais pas dire ah c'était vraiment des connards, ils m'ont induit en erreur. Non, c'est que eux pensaient sérieusement, par ignorance, que ça allait pas être possible pour moi d'accomplir mes ambitions avec mes notes. En l'occurrence, ça l'a été. Donc je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de recul ce que disent nos proches et même notre cercle plus ou moins éloigné. Et vraiment ne pas hésiter à se dire bah ok, j'ai peut-être décevoir mes proches pendant 1 an, 2 ans, mais si c'est pour les rendre fiers après, c'est un pari qu'il faut prendre quoi. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses suis là-dessus, entièrement toi? d'accord là-dessus. Moi, actuellement, bon, je te cache pas, j'ai arrêté l'école, Ouais. j'ai arrêté les cours, j'étais en IUT commerce. Mm. commerce. J'ai arrêté il y a 6 mois à peu près, donc mai, juin. J'ai fini l'année, bon, je l'ai pas eu. Parce que je le Mm. cache pas, je foutais rien, j'étais en train de bosser sur mon business pendant les cours. Ouais, bah bien Donc sûr, voilà, c'est une question de priorité. c'est ça. Puis moi, je me voyais pas finir commercial entreprise, pour la liberté, encore une fois, toi, je suis à fond là-dedans. on parlera des écoles de commerce et du cursus classique pour les gens qui veulent bosser dans le monde des affaires après, si tu veux. Mais je pense que Ouais. c'est un très gros scam. Les gens, ils savent ce que j'en pense s'ils me suivent sur LinkedIn. Ouais, tu m'as dit que sur LinkedIn, t'en parlais pas mal. On en parlera après. Mais... On en parlera après, vas-y. Quoi, les parents, c'était compliqué. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Ça l'est Mm. toujours. Même si maintenant, bon, je chiffre beaucoup plus qu'avant. Ils sont toujours en mode, ouais, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est Bah, payé? après, ils ont raison, en fait. Je pense qu'encore plus dans la période actuelle, je pense que les choses sont très très instables. C'est peut-être une industrie qui va s'effondrer dans 2 ans, on n'en sait rien. Moi, je Oui. pense pas, personnellement. Moi, mes perspectives d'avenir là-dessus, ça va être que justement de plus en plus de gens vont comprendre l'opportunité et vont vouloir se lancer. Et donc, typiquement, pour nous, qui avons construit un accompagnement justement pour aider des coachs, consultants, formateurs à développer leur activité avec justement la partie business pure qui sont pas forcément hyper familières, avec laquelle ils sont pas forcément hyper familiers. Je pense que nous, on aura beaucoup de travail dans les prochaines années. Maintenant, on sait jamais, tu vois, on sait jamais qu'est-ce que l'IA va être dans 5 ans, on sait jamais si le pouvoir d'achat sera le même dans 5 ans, on sait jamais tu vois, s'il n'y a pas une guerre qui va éclater. En réalité, on est assez dépendant de tout ça, et donc c'est sûr que le côté avoir un bagage, on peut se dire oui, c'est important. Maintenant, moi, mon avis là-dessus, c'est que en étant un setter avec n'importe quel infopreneur, on fait plus qu'un commercial ou qu'un mec qui sort d'une école avec bac plus 5. Donc il y a aussi un moment, si jamais je veux faire gagner de l'argent, je peux gagner 5 000 euros par mois en étant chauffeur Uber, ou alors je peux gagner 5 000 euros par mois en étant plombier. Donc tu vois, en réalité, je sais pas si c'est vraiment le diplôme qui fait le salaire et fait la sécurité. Ouais, je pense que c'est vraiment le sens justement de la débrouillardise Et et de l'ambition. je vais rebondir sur une chose, qu'on parle un peu de pérennité de ce business-là, Ouais. de ce marché-là. Pour moi, on est très bien pour une raison, c'est encore le début. C'est encore le début, on est encore dans les premiers. T'arrives dans 5 ans, je pense que c'est plus compliqué, il faut se faire une place sur le marché. Bah, déjà actuellement, il faut faire une place. Oui, Mais c'est peut-être plus facile que dans 5 ans. Ouais. Bah, c'est pas facile, mais c'est plus facile que dans 5 ans, c'est sûr. Parce que on a le temps de développer notre branding, et pour moi, c'est ça l'avenir, c'est le personal Mais je pense branding. qu'on n'a pas 5 ans pour faire ça. Je pense qu'on va avoir beaucoup moins. Parce Hein, que je cette pense année je pense que dans 2 ans, je dirais pas que c'est trop tard parce que c'est toujours possible. Mais dans 2 ans, avec honnêtement l'IA qui va pouvoir transformer n'importe quelle personne qui n'a aucune compétence en expert, mais dans des plus grands experts du marché, je pense que justement ceux qui avaient une personal brand avant cette période-là, bah, justement pourront, c'est eux qui vraiment auront vraiment une activité pérenne sur le long terme parce que c'est des gens qui seront connus justement avant cette ère de l'IA, je pense. Et c'est eux qui vont rappeler, je pense, toute la demande. C'est pour ça que, ouais, honnêtement, si vous ne créez pas de contenu, commencez dès maintenant. Là, c'est vraiment une question d'urgence, tu vois. Ouais, pour le coup, oui. C'est vraiment une urgence. Là, il faut vraiment avoir ce sentiment d'urgence avec le contenu. On est dans une économie de l'attention, on n'a plus le choix que de créer du contenu aujourd'hui pour développer une boîte. Peu importe la boîte que vous voyez, tout le monde fait du contenu. Bon, à part des boîtes extrêmement B2B qui je sais pas, des fournisseurs de, je sais pas, de meubles, etc., ça, ils ont rien à faire. Mais en réalité, toutes les boîtes qui s'adressent à des indépendants, à des petites et moyennes entreprises, et à des consommateurs, je pense que c'est hyper important de créer du contenu, il n'y a plus le choix. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout le choix. Toi d'ailleurs, c'était quoi un peu ton rapport à la création de contenu? Typiquement, est-ce que ça a été compliqué pour toi de t'afficher, de passer le cap, de te montrer sur les réseaux ou pas? Non, parce que j'ai fait des vidéos YouTube. Ah ouais? J'ai commencé à 13 ans. Ah ouais? Ouais. Tu faisais quoi comme vidéo YouTube? Je jouais à Minecraft. Tu jouais à Minecraft?
Bah, Je jouais à Minecraft. Mickaël, il avait une chaîne YouTube Brawl Stars, tu vois, comme quoi. Ouais, bah voilà. Mais pour le Star, d'ailleurs, je joue aussi. J'ai fait des vidéos sur Wallstar aussi. Ah ouais. En fait, je t'explique, j'étais un gros gamer avant. Très Mm. gros gamer. Je faisais des vidéos sur tout et j'ai fait des vidéos sur Call of Duty mobile. Ok. Et j'y allais loin. En fait, j'ai trouvé un jeu, je faisais une vidéo dessus. Ah putain, ouais, mais en vrai, c'est sympa. Bah, C'est il y en marrant. a qui commencent par le gaming, il y en a qui commencent par. Moi, je sais que je faisais aussi des trucs sur les animés, je faisais des edits, des trucs comme ça Mhm. sur des mangas et tout. Ouais, mais, Mais ça t'a apporté c'est. des compétences en montage. Bah, déjà, par exemple, Ouais. ça m'a apporté des premiers skills, entre guillemets. Mais ouais, je pense que la création de contenu, c'est devenu très important. Moi, honnêtement, pendant très très longtemps, j'ai eu peur du ridicule. J'ai eu peur de m'afficher devant mes potes, devant ma famille, devant mes trucs. Et donc, moi, j'ai fait un choix qui était complètement stupide. C'était d'attendre de commencer à chiffrer avant de créer du contenu. Comme ça, en D'accord, fait, ok. et c'est ce que j'ai fait. Donc, tu vois, j'ai commencé à créer du contenu il y a un an. Il y a entre 6 mois, 1 an, tu vois, je sais plus exactement. Et c'était une période où je faisais déjà 15K par mois, tu vois. Et je me suis dit, bah en fait, je fais déjà 15K par mois, qu'on me critique ou pas, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et c'est justement, ça m'a permis d'avoir un peu ce déclic mental, de me dire, ok, bon, de toute façon, j'ai envie de te dire, les gens qui se foutent de ma gueule, qu'ils fassent la même chose que moi, puis après, on vient d'en reparler. Et ça m'a donné un petit peu ce sentiment qui est très personnel, parce qu'en réalité, eux, leur jugement, il reste exactement le même que je gagne de l'argent ou pas, tu vois. Mais c'est moi, dans ma manière d'appréhender les choses, où j'avais une différence, tu vois. Et même parfois, je le dis dans mon contenu, je le dis, honnêtement, moi, que les gens me critiquent, je m'en fous complètement. Et je vois très bien, parfois, sur des vidéos, surtout sur mes premières vidéos, où je faisais vraiment aucune stat. Je voyais très bien que j'avais genre allez, 5 likes, genre 7 partages. Je sais très bien que les partages, c'est des anciens potes à moi qui vont se les mettre dans des groupes ou des trucs comme ça pour se foutre de ma gueule. Ouais. En réalité, tu vois, il y a un moment, passer un certain niveau, je pense, qu'est-ce que tu en as à faire, tu vois? Est-ce que tu vas construire ta vie en fonction de ce que pensent des gens que tu détestes et qui t'auront oublié dans 6 mois et qui ne pleureront pas à ta mort, tu vois? Franchement, Oui, c'est ça. franchement, je pense qu'il faut vraiment avoir un déclic à ce niveau-là et se dire que ouais, la vie est courte, profond. Faut saisir les opportunités quand elles se présentent, tu vois. Moi, pour ça, je les ai utilisés, ces gens-là. Ah Je ouais? leur envoie moi-même les vidéos. Du coup, ils repartageaient. Ouais, mais ça Ça fait marche, de hein. l'algorithme. En Bah ouais, fait, c'est ça. c'est de l'organique. C'est pour ça qu'il y a même beaucoup de stratégies qui consistent à s'attirer beaucoup de hate, que ce soit même pas forcément de ses proches, parce que ça reste quand même limité, à moins d'avoir vraiment 500 haters dans son entourage. Ça va être compliqué à vivre, mais ouais, créer du contenu vraiment rage bait, en fait, tous les contenus les plus rage bait, c'est ceux qui fonctionnent le mieux, tu vois. Ouais, Donc c'est quand on ça. voit les stratégies de contenu d'Andrew Tate, de mecs comme Alexis Jones, etc., c'est que des mecs qui polarisent tellement qu'ils ont une armée de fanatiques et une armée de gens qui les aiment pas du tout, mais du coup, que ce soit ces fanatiques ou les gens qui les aiment pas, ils vont partager, commenter, réagir, critiquer, ce qui fait que tu vois des mecs comme Andrew Tate, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, avec ses propos qui sont terribles en vrai, mais même lui on a conscience, mais c'est juste une stratégie de marketing, bah, ça devient en fait en l'espace de 6 mois l'homme le plus recherché de la planète sur internet. Ah oui, c'est qu'à un moment, il était comme ça. Ouais, c'est dingue ça C'est quand le même. plus recherché du monde. Ouais, C'est ouf, il quand faisait même. combien par mois 20 millions. 20 millions. Après, je sais, tu penses que c'est vrai ça? Je sais pas. C'est ce que j'ai vu après. Ouais, mais c'est ce que lui dit, tu vois. Après, lui dit que c'est Non, un je milliardaire. sais pas si c'est lui qui le dit. Ah ouais? Je t'avoue, j'ai Je entendu sais pas, ça, moi. mais moi je crois qu'il avait genre quelque chose comme 500 000 élèves coachés. Et 500 000, c'est quand même beaucoup. Je sais pas comment il a tout géré, la délivré. Après, je pense que c'est une armée de CSM et de. Non, mais je crois que aussi c'était quasiment que de la format. Je crois que tu avais très peu d'intervention humaine. Il a sorti un truc mensuel à un moment, je crois. Ouais, le The Real World, je crois. Ouais. Et rien qu'avec ça, il touchait 500K. Mais c'est parce qu'il faisait un système d'affiliation et du clipping. Mais ça a été, je crois, un des premiers à faire du clipping, justement. Je sais pas du tout. Pour le coup, je t'avoue. Tu sais, le clipping, c'est la stratégie où tu sais, mais tu vois, Keo par Je exemple. connais. Ouais. Le clipping, je connais. Bah, explique peut-être pour. Ouais, bah en gros, les gens. le clipping, c'est une stratégie de contenu qui consiste à, en fait, t'as une banque d'images, t'as une banque de vidéos, etc. Et en gros, tu vas embaucher des mecs qui vont tous créer des comptes Instagram, qui vont inonder les réseaux sociaux de ton image avec des edits, des clips, des trucs comme ça dans tous les sens qu'ils ont récupéré, soit que tu leur as transmis directement, soit que tu leur as donné, soit qu'ils ont récupéré tes vidéos YouTube. Et ils vont inonder les réseaux sociaux avec ça, et ils vont tous avoir ton lien pour ton offre en biographie, en description, et en fait, Ouais. ils touchent une commission sur chaque vente qui se fait. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'ils commencent vraiment à être bien rémunérés. Et du coup, tu as tous les jeunes qui n'ont pas forcément encore les moyens de lancer un business. Ils se lancent en clipping et puis tu vois, ils prennent des 500, 600, 1000 balles par mois en inondant les réseaux je sais pas, de la tête d'un infopreneur ou un truc comme ça. Après, ça marche beaucoup dans le B2C, tu vois. Quand c'était des trucs avec des edits, trucs, bah, je sais que Ouais. Keo, typiquement, il fait beaucoup d'edits avec ses supercars, etc. Mais je pense qu'après, dans le B2B, évidemment, c'est plus complexe que ça, quoi. Mais B2B, c'est d'autres stratégies, de toute façon. ouais, c'est différent. C'est différent pour moi. Ouais, C'est différent. ouais, c'est clair. Est-ce que toi, tu as une compétence particulière qui t'a permis de. Enfin, c'est quoi la compétence, on va dire, qui t'a permis Qui a vraiment permis de débloquer les choses. Ouais. En vrai,
Je pense que ça va être la même chose pour toi, mais je pense que c'est juste la vente. Ça va être la vente. C'est une grande partie, ouais. Je pense que ça va être la vente, Avant, tu ça. vois. Mais pourquoi la vente? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que peu importe ton produit, peu importe ton nombre d'appels, peu importe toutes ces métriques qui sont en réalité très importantes, passer à un certain niveau, mais si tu es un excellent vendeur, tu feras toujours de l'argent. Et honnêtement, peu importe ton produit, si tu es un bon vendeur, tu feras toujours de l'argent. Et je pense que dans la vie, la seule compétence, pour moi, il y a deux compétences qui t'empêchent complètement d'être pauvre jusqu'à la fin de tes jours. Ça va être la vente et ça va être la comptabilité. La vente, parce que tu peux évidemment vendre, tu pourras toujours vendre quelque chose, et vendre quelque chose contre de l'argent, se vendre soi-même, vendre un produit, vendre un service, c'est toujours hyper utile. Et la comptabilité, parce que savoir, enfin, en fait, la comptabilité pour moi, c'est vraiment le cap, le cap d'un business. Tu vois, en connaissant la comptabilité, tu es capable de dire est-ce qu'un business va bien, est-ce qu'un business va mal, tu vois. Et donc, que ce soit dans ton propre business ou dans d'autres business, tu vois. Moi, typiquement, ça va être deux compétences, deux skills qui vont être extrêmement importants pour moi, tu vois, pour vraiment ne jamais être pauvre de sa vie. Ok, ouais, super intéressant. Bah, la comptabilité, je suis entièrement d'accord. La vente aussi. Moi, j'ai une chose aussi que. Alors, c'est plus une compétence qui te sert hors business, et pour moi, c'est les compétences sociales. Ah ouais? Les compétences sociales, pour moi, c'est la compétence pour le coup qui pourrait te C'est-à-dire, permettre de plus qu'est-ce que tu entends par compétence sociale? Je fais souvent le rapprochement entre la séduction et la vente. Mhm. La séduction et la vente, au final, c'est la même chose. À la fin, du coup, c'est mon mentor qui me l'a appris, c'est que tu demandes une faveur à la personne. Une femme, tu vas lui demander le numéro de téléphone dans la rue, par exemple. Un client, enfin un prospect, tu vas lui demander de l'argent. Et pour moi, c'est le même processus. C'est lui faire comprendre que ton produit est le meilleur. Et dans la séduction, c'est faire comprendre à cette femme, cette fille, tout dépend de ton âge, que tu es le meilleur pour elle. Mais alors attends, après je pense que c'est pas demander de l'argent comme demander le numéro, Il y a un échange de valeurs. Ouais, en fait c'est ça, je pense que c'est juste je pense que dans la séduction c'est pareil, c'est faire en sorte que la fille prenne ton numéro ou l'inverse, tu vois, ou elle te donne son numéro et en avant c'est faire en sorte que ton prospect achète ton produit, pas Oui. lui vendre, tu vois. Il y a un Mais, échange, mais c'est vrai que c'est assez similaire en réalité. il y a un échange de valeurs parce que, d'accord, la femme sélectionne Mm. dans la séduction. Le rapport de force, c'est que la femme sélectionne, l'homme est le prétendant. Même si pour moi, au bout d'un moment, tu inverses les rôles quand tu deviens un homme 10 sur 10. Mais ce que je veux dire, c'est que ton produit, tu lui fais comprendre que ton produit est le meilleur il te donne de l'argent en échange du produit, du service. Mm. Dans la séduction, si tu fais comprendre à la femme que tu es le meilleur prétendant pour elle, et en échange, bah, il y a du temps avec toi, il y a un train de vie, enfin, toi, tout ce que je veux dire. Mm. Et pour moi, c'est la même chose, en fait. Et Ouais, c'est sûr. Mais, Je- je sais plus qui disait ça, mais que la vente c'était aussi un peu comme une danse, c'était pas du tout un échange, c'est pas du tout une confrontation. C'était vraiment une danse et juste danser avec la personne et vraiment essayer de l'amener sur justement à sa décision finale, à la compréhension, etc. Et en réalité, oui, je pense qu'il y a pas mal de similitudes avec la séduction, c'est assez intéressant. bah, moi, je me suis beaucoup entraîné pour développer mes compétences sociales sur les 4 derniers mois. Ok, Et maintenant, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens, parce qu'avant, j'étais un timide, un très ouais. gros timide, maintenant, plus du tout, pour le coup. Hmm. Je gère très bien ça. Et mon taux de conversion en appel, toi, il a augmenté, parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec eux, j'arrive beaucoup mieux à parler avec eux. Bien sûr, après, j'ai développé aussi des compétences sur le niveau de la psychologie. C'est hyper important dans la vente, on est Ouais, d'accord. carrément. Et ça m'a permis, du coup, de faire plus d'argent, en fait. Tout simplement, d'augmenter mon chiffre d'affaires, sans pour autant avoir plus d'appels, sans pour autant devenir meilleur en marketing. Ouais, c'est vrai. En fait, les compétences sociales, ça va envelopper ça va envelopper plein de choses, pardon. Notamment, tu as les skills en vente, ça va aussi envelopper je pense, même la création de contenu, parce qu'en vrai, savoir communiquer à quelqu'un, Oui. communiquer des choses, le storytelling, etc., je pense que c'est aussi enveloppé dans les compétences sociales. Donc ouais, je pense que ouais, c'est sûr que les compétences sociales, c'est un peu au centre d'énormément de choses. T'as raison. Je pense que c'est vrai que développer cet aspect, juste le fait d'être à l'aise dans la communication, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en fait, pendant très longtemps, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai trouvé qu'en fait, les coachs, ouais, leadership, charisme, communication, c'était vraiment du bullshit. Mais en fait, là, depuis peu, j'ai vraiment des clients qui sont dans ce secteur-là, et je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose de tellement important. C'est tellement important, et ça a tellement de demandes que moi, ça me fascine. Et en fait, je me suis vraiment aussi rendu compte de l'importance que ça avait de savoir communiquer de façon à être écouté, tu vois. Parce que, tu vois, si honnêtement, c'est bien beau de faire un podcast, si personne nous écoute, ça n'a pas de sens. Donc en fait, cette capacité à parler et se faire écouter, c'est extrêmement important. Et au même titre que, je pense, ta capacité à écouter et à être vraiment quelqu'un de, en réalité, un leader dans ta manière d'être, je pense que c'est des choses qui sont très très importantes. Et pendant très longtemps, je pense que j'ai sous-estimé cette facette-là du business. Parfois, on a tendance à être trop dans le terre-à-terre, dans la technique, dans les stratégies, etc. Parfois, il faut peut-être juste revenir à la base. Et peut-être parfois, le problème pour lequel la raison pour laquelle tu ne scales pas ton business, c'est toi-même, tu vois. C'est pas forcément, tu vas pas forcément chercher ailleurs. Bah, comme on dit, ton niveau en business représente ton niveau de développement personnel. Ouais, c'est Machiavel qui disait ça. Machiavel, il disait que la plupart du temps, le plus grand des ennemis, justement, des princes, c'était pas les ennemis extérieurs, c'était eux-mêmes.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'être aimés, ils osaient pas trancher, ils osaient pas. Et en fait, dans le business, je trouve que c'est très similaire. C'est-à-dire que un coach, par exemple, qui va se lancer sur les réseaux sociaux, bah, s'il veut être aimé de tout le monde, bah, en fait, il va être tellement lisse qu'il va se faire oublier. Au même titre que s'il n'ose pas trancher, il n'ose pas être ferme sur ses positions, sur ses décisions, etc., bah, pareil, il va passer un peu à la trappe et aux oubliettes. Et en fait, le manque de leadership, le manque de clarté, le manque d'impact, bah, c'est ce qui tue littéralement un leader, tu vois. Et donc, en fait, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Bad Earth, que je vous recommande de lire vraiment. Honnêtement, il y a une des plus grandes découvertes que j'ai fait cette année, c'était, je pense, de lire autant de philosophie, de stratégie militaire, pour me rendre compte qu'en fait, c'était vraiment des concepts qui étaient tellement applicables au business et que, honnêtement, je vous recommande vraiment de lire des livres de stratégie militaire comme Le Prince de Machiavel, Marc Aurèle, etc. Au même titre que vous lisez des livres comme d'Hormozy, de Russell Brunson, etc. Parce que honnêtement, c'est des choses qui sont très très similaires, qui sont dans le dev perso, même dans l'application pure, tu vois. Dans les Mhm. stratégies de branding, Machiavel était monstrueux, tu vois. T'as des noms à donner? Parce que c'est super intéressant. Ouais, bien Moi, sûr. j'irai voir. Il y a, bah, typiquement, tu lis des bouquins sur Napoléon, sur Jules César, sur Machiavel. Moi, c'est mon préféré, honnêtement. J'ai bien compris. Machiavel, c'est vraiment, tu vois, tout ce qui est stratégie de manipulation de la perception. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. T'as Sun Tzu, évidemment, très, D'accord. très, très fort. Tu vas avoir Jules César, tu vas avoir. Non, honnêtement, en termes de stratégie militaire, t'en as beaucoup. T'as Hannibal aussi. Mhm. C'est hyper intéressant de lire des bouquins sur ces mecs-là parce que, comme disait Tai Lopez, je pense que c'est vraiment en regardant ce que certaines personnes ont fait à l'époque, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, qu'on peut se rendre compte de jusqu'où on peut aller, tu vois. Quand tu vois que tu as des gens qui disent ouais mais moi j'arrive pas à manager une team de 8 personnes et que tu as Napoléon qui gérait 45 000 hommes sans téléphone, sans truc, etc., qui avaient des messagers, chaque message mettait je sais pas 2 jours à être délivré. Tu vois, je me dis, faut quand même se dire, il y a des gens qui ont fait genre 10 fois pire avec 10 fois moins de moyens, tu vois. C'est vrai. Donc, ouais, non, franchement, lire l'histoire, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de prédire justement le futur et de se remettre en question, tu D'accord, ok. C'est vrai que c'est super intéressant. vois. J'irai voir des livres comme ça. Enfin, j'irai lire des livres comme ça. Ouais, carrément. Non, mais Mm. c'est hyper intéressant. Puis même si vous n'avez pas forcément le temps, juste demander, bah, typiquement, je sais que sur ChatGPT, et tout, tu balances des bouquins de stratégie militaire, etc. Et tu leur dis, OK, comment, typiquement, tu aurais scalé. Comment, je sais pas, Machiavel aurait scalé mon business, je sais pas, de coaching, Mm. d'accompagnement, et en fait, il va te sortir des méthodes d'influence, des stratégies, etc., qui sont arrêtées pas forcément dans le développement personnel. Parfois, ça va être des trucs ultra concrets, tu vois. Typiquement, pour donner un autre exemple, j'avais lu justement une biographie d'Alexandre le Grand. D'accord. Et justement, j'avais un peu lu ce bouquin pour me dire, vas-y, c'est là où j'ai commencé à faire mes grandes découvertes là-dessus. Même si mes grandes découvertes, en réalité, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais c'était que je voulais lire ça un peu pour me sortir un peu la tête de mon business, j'étais un week-end, etc. Et en fait, ça m'a replongé, mais complètement dedans. J'ai même fait une vidéo à ce sujet-là parce que tu vois, genre, que ce soit Alexandre le Grand, par exemple, avec les offres irrésistibles, par exemple, tu sais, qu'il faisait au village qu'il voulait conquérir. Tu sais, parfois, il arrivait dans une ville, il prenait la ville juste parce qu'il faisait des offres au village qui étaient tellement irrésistibles qu'il se sentait bête de dire non. Tu vois, c'était par exemple, bah, accepte de rejoindre mon empire et tu sais, tu garderas toute ta souveraineté, tu seras vraiment quelqu'un d'important dans mon empire. Et par contre, si tu dis non, on rase toute ta ville, tu vois. En réalité, le risque était disproportionné, tu vois. Ouais. Donc, ils avaient pas, enfin, j'avais aucun intérêt, aucune personne sensée d'esprit allait dire non là-dessus, tu vois. Donc ça, c'est littéralement ce qu'explique Hormozy dans Oui, c'est ça. son livre. C'était Techniquement. vraiment inverser le risque et rendre son offre tellement irrésistible que tu peux pas dire non. Même, comme je l'ai dit, Machiavel avec ses stratégies de manipulation de la perception, donc c'est des stratégies de branding, mais appliquées à des princes de Florence en l'an 1500, tu vois. Donc Mm. en fait, ouais, non, je pense que c'est hyper important de lire ça. Franchement, c'est une des plus grandes découvertes que j'ai fait sur les 6 derniers mois, je pense. D'accord, ok. C'est vrai que c'est une offre irrésistible en fait. Ouais, En carrément. fond, t'as pas trop le choix. Ouais, non, Y a franchement, pas t'as le pas, choix. t'as pas trop le choix. Mais ouais, lire l'histoire sur ces sujets-là, je pense que, encore une fois, je pense que quelqu'un qui va lire un bouquin d'histoire, mais qui va pas être à fond dans la stratégie business, il va se dire, il va pas faire le lien. Mais je pense que, tu vois, des mecs comme nous qui sommes un peu toujours à fond. Alors, je sais pas si c'est parce que justement, on est là-dedans, qu'on voit tout sous ce prisme-là, tu vois, ou alors est-ce que c'est juste factuellement la même chose? Mais moi, je pense que c'est la même chose parce que c'est des stratégies qui se basent sur la nature humaine. La nature humaine, elle a pas changé depuis 2000 ans en réalité. C'est une question de nature. Donc en fait, les gens fonctionnent psychologiquement toujours pareil. Donc en fait, si c'est à partir du moment où tu utilises ces stratégies-là, tu as juste à les réadapter de manière moderne et puis ça en fait des stratégies applicables, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que quand tu dis, nous on voit tout sous l'angle business, Ouais. je m'en rends compte tout le temps. Ouais. Maintenant. T'as des exemples un peu? Par exemple, j'étais à l'aéroport à Bali il y a une semaine maintenant. Et toi, j'étais opposé, je suis arrivé un peu en avance parce que le taxi m'a pris plus tôt. Et je me suis posé dans un petit bar qui était dans l'aéroport. Et il y a des choses qui me semblent tellement logiques qu'eux ne font pas. Par exemple, j'ai vu le serveur, ils prennent des pancartes, un peu, ils viennent nous appeler directement quand on passe à l'aéroport pour aller boire un verre. Alors que moi, j'étais assis depuis 3 heures. Depuis 3 heures, je suis en train de travailler sur mon Mac.
Mhm. On était 5 à être assis depuis 3, 4, 5 heures. Et tout, on est là depuis longtemps. Ils pourraient simplement nous proposer quelque chose. Mhm. Parce qu'on est déjà là. Moi, j'avais soif, par exemple. Et ils s'embêtent tout le temps à aller chercher des nouveaux clients. Ils s'embêtent tout le temps à aller chercher de nouvelles personnes. Mhm. Et pour moi, ça, c'est Ouais, de la- maximiser la LTV c'est ça. Mais des gens qui ils vont prennent du signer. temps. En plus, les gens disent non parce que tu viens nous interpeller dans le passage. La Mhm. plupart des gens, ils calculent même pas. Au lieu de venir nous voir, vous avez soif, monsieur Ouais, vous ça. mangez quelque, Ouais, vous voulez vous quelque mangez chose. quelque chose Bah non, ils cherchent des gens. Et moi, je me suis dit, je suis allé le voir. Hein. Je lui ai expliqué, mais pourquoi tu viens pas simplement. Tu sais, je l'ai appelé. Pourquoi tu ne proposes pas simplement à boire Hmm. Après, il a proposé à tout le monde. Tout le monde a repris à boire. Bah oui, non, c'est logique. C'est logique. Et toi, il y en a plein, ils auraient dit, ouais, bah, ils cherchent de vos clients. Hmm. En fait, on a tellement. Enfin, on est. Je dirais pas matrixé, mais on Ah, est tellement si, dedans. je pense que je suis complètement matrixé. Ouais, en vrai, je pense aussi. J'ai Je voulu pense cacher que le terme. Je suis complètement matrixé, mais après, tu vois, c'est une passion. Alors, je pense que tu peux l'orienter de manière assez saine. Moi, je pense que d'avoir une passion saine pour justement les stratégies justement de création de richesse, création de valeur, tu vois. Après, évidemment, j'ai mon domaine d'expertise qui est plutôt orienté justement scaling d'infoproduits. Même si tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies qui se répliquent aussi sur des business physiques, etc. Mais Ouais. je pense que c'est une passion saine. Après, il faut évidemment pas passer, je pense, virer à l'excès et être juste dans l'avidité pure et dure de je veux de l'argent à tout prix et je suis prêt à tout pour le faire, tu vois. Je pense que tu es obligé quand même d'avoir des valeurs, une éthique qui est particulière pour se dire, ok, je peux aller jusqu'ici, mais je vais pas dépasser non plus cette limite-là, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre une passion pour l'argent, tu vois, c'est un peu un grand mot, mais saine et qui n'est pas saine, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il y a toujours une limite après. Mais après, il faut quand même penser à soi, pour moi, dans le business. Ah oui, non, mais Faut- c'est ce quand qui tu est as un sûr. truc à faire, tu le fais, pour moi. Euh, je dis pas qu'il faut aller à l'encontre des gens. Je dirais jamais ça parce que si tu veux un business qui dure, il faut rester éthique, il faut rester tout ça. Mais quand tu as un truc à faire, tu le fais, quitte à ce que ton concurrent Ah oui, non, mais soit je dégradé. suis d'accord avec Et toi. je dirais même une chose, même si c'est un proche, ta boîte doit évoluer, ta boîte doit scaler. Même si c'est un proche à toi qui est concurrent, il faut y Ouais. aller. Et comme on dit, j'ai vu une série qui s'appelle Suite. Tu Ouais, as bien déjà sûr. vu, c'est sur les avocats? Bah, je suis à ça, tout le monde a vu Suits là-bas, hein. C'est une école de droit de base, hein. Ah, ok, bah voilà, tout le monde l'a vu. Et tous les L1 arrivent à ça en se disant, ah, ça va être comme dans Suits. Mm. Bah, tu vois, Harvey, son Ouais. poulain c'est Mike. Et Harvey a dit du coup au patron de Mike comme quoi c'était un dealer. Je sais pas si tu Ouais. vois le passage. Et Mike, 2 jours après, bon, certes, il lui a fait la guerre pendant 2 jours. 2 jours après, il lui a dit en fait, t'as eu raison, t'as fait ce que t'avais à faire. Et pour moi, ça c'est vrai, ils sont proches pourtant. C'est le poulain et lui, c'est le mentor. Il a quand même mis un bâton dans les roues à son concurrent parce qu'il est devenu concurrent entre temps. Et pour moi, dans le business, c'est pareil. Tu dois penser à toi, quitte à dégrader ton concurrent même si c'est un proche. Ouais, bien sûr. Après, ça, je pense, ça va dépendre aussi des envies de Mm. chacun. Après, moi, ce qui est sûr, c'est que pour moi, rester éthique n'enlève pas du tout le fait d'être, je pense, égoïste. Je pense que dans le business, tu es forcé d'être égoïste Oui. à un moment, pas forcément tout le temps. Même dans la vie de manière générale. Je pense que beaucoup trop de gens, après, bon, j'ai pas envie de partir non plus trop dans ces sujets-là, mais on va avoir le syndrome du sauveur et vont aussi commencer à se dire, ah bah oui, je vais penser pour les autres, je vais pas typiquement bosser 15 heures sur mon business, parce que aussi faut que j'aide je sais pas qui à faire je sais pas quoi. Ou alors faut pas que j'arrête de voir mes potes, faut pas que j'arrête de voir ma copine, etc. Je pense qu'en réalité, si tu veux vraiment construire quelque chose qui aidera des gens à grande échelle et que tu as vraiment l'ambition et tu es vraiment quelqu'un de généreux, tu es obligé d'être, je pense, égoïste pendant un certain temps, tu vois. Et je pense que, tu vois, si tu dois être égoïste, parler à personne, aider personne pendant 5 ans pour après, justement, bah, aider des gens à très grande échelle et changer la vie de milliers de personnes, je pense que c'est un pari que tu dois faire. Moi, je suis entièrement d'accord. Donc, suis ouais, je pense entièrement que d'accord. l'égoïsme est important. L'égoïsme, oui, c'est. Après, enfin, pas non plus être un connard pour le plaisir. Oui, bah après, ça Ça n'a n'a pas pas d'intérêt. ça être n'a un pas égoïste, d'intérêt. Voilà. Mais mettre en avant ces et je pense que si beaucoup de gens fonctionnaient comme ça, je pense que que ce soit sur la politique ou plein de choses, je pense que tout fonctionnerait beaucoup mieux. Si on pensait d'abord à soi avant de penser forcément aux autres et à comment aider les autres alors que toi-même tu t'es pas aidé toi-même, tu vois. Alors que tu vois, aider quelqu'un alors qu'on est déjà dans la merde, je trouve que c'est quand même particulier comme concept. Tu vois. C'est complètement con, moi, je trouve. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est complètement con. Mm. Mais je suis entièrement d'accord là-dessus pour le coup. Mm. On doit être égoïste de temps en temps. Moi, par exemple, bon, je te cache pas, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que par exemple, tu sais, les papiers, genre, par exemple, l'assurance et tout, j'y pensais pas du tout, moi. Quand tu t'es m'étonnes. focus, j'y pense pas. On m'a fait la guerre pas mal de fois au niveau de la famille pour ça. Mais en fait, je m'en fous, ça m'importe quoi aujourd'hui? Ça m'importe rien. Comme disait, c'est Xavier Niel qui disait ça. Tout ce qui est administratif, vous y penserez plus tard. Au pire des cas, vous recevrez une lettre. Tout ce qui est quoi administratif? Ouais, truc pas important. Il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui, enfin entrepreneurs qui ne sont pas entrepreneurs du coup, qui se disent ouais, mais il faut faire des papiers, il faut remplir ce document-là pour ouvrir l'entreprise. Moi, C'est- je suis du principe,
commence, lance ton Ouais, produit. c'est fait de l'argent et pense au reste après. Honnêtement, Ouais. je suis assez d'accord avec ça. Typiquement, parce qu'en plus, tout est toujours rattrapable. En réalité, enfin, je suis désolé, que vous gagnez, si vous gagnez 10 000, si votre boîte gagne 10 000 euros par mois, le fisc il viendra jamais vous faire chier. Non. Enfin, le fisc, déjà, il met 3 ans à réagir, à part si vous avez vraiment des proches malveillants qui vous dénoncent. Des clients. Ou des clients. Le fisc viendra jamais vous faire chier pour une boîte qui fait 120 000 euros par an. Honnêtement, si je pense passer un certain niveau de revenu, vous devez commencer à faire gaffe. Mais par contre, ouais, en tout cas, tu peux toujours régulariser la situation. Je crois que tu as 2 ans pour régulariser ta situation auprès du fisc. Je crois, oui. Donc en fait, tu as toujours le temps. Et je pense que c'est tout con, mais les gens qui créent leur SAS trop tôt, par exemple. Une petite astuce, ne créez pas votre SAS avant d'avoir stabilisé des revenus tous les mois. Parce qu'en fait, la SAS, s'il ne gagne pas de revenus pendant 2-3 mois, bah, elle a un score au niveau de la Banque de France. Elle est notée. Et en fait, une boîte qui va être très bien notée, ça va être une boîte qui va pouvoir emprunter facilement. Mais à l'inverse, une boîte qui n'a pas de revenus, qui n'a pas un gros capital social, etc., elle va être très mal notée. Et une boîte très mal notée, justement, ça t'empêche d'emprunter, ça t'empêche d'investir et ça peut vraiment te brider énormément pour la suite. Non, mais je suis entièrement d'accord. Faites de l'argent et après vous gérez vous-même vos papiers. Ouais, c'est ça. Au pire des cas, vous recevrez une lettre. On s'en fout. Enfin, au pire des cas, vous recevrez une lettre. Après, vous régularisez, comme tu dis, il y a 2 ans. Bon, j'espère que ça va pas être Régulariser. la petite lettre avec Marianne et la convocation au commissariat demain, mais Ça le fera. je pense qu'il y a de la marge pour beaucoup de gens qui nous regardent. Beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient même des millions, voire même des milliards, ont eu ce problème. Hmm. Ils sont relevés. C'est pas un souci. De toute façon, pour moi, il y a une chose qui peut te stopper, c'est la mort ou la prison. Ouais, bon après, sans aller dans ces extrêmes-là non plus. Oui, mais il y a que ça qui peut te Oui, stopper. Au pire des cas, c'est de l'argent, tu refais de stopper l'argent. net, bien sûr. C'est pas un souci. Mais bon, faut se méfier. Hein. Parfois, si vraiment t'es un entrepreneur et que tu fais du 500 000 euros par mois et que tu déclares pas, c'est de la tôle hein, que tu peux faire. Hein. C'est du ferme. Il y a un moment aussi, il faut pas trop jouer avec le feu, tu vois. Ouais. Soit tu décides de pas payer les impôts, tu te pars de France, c'est un choix comme un autre. Oui. C'est discutable. Il y a des gens qui vont être d'accord, des gens qui vont pas être d'accord. Ou alors tu joues le jeu et tu restes en France et tu payes. Mais par contre, ça fait mal au cul. Tu perds 30% de ton CA, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je te propose que ça fait déjà quand même 40 minutes qu'on parle. Carrément. On rentre un petit peu dans l'aspect process. Dans l'aspect Je pense qu'il y en a technique, beaucoup carrément. Let's go. qui vont vouloir savoir comment on fait, comment on se prend pour l'acquisition, pour le marketing, Ouais. pour tout ce qui englobe tout ça. Alors, n'hésite pas à nous dire, par exemple, toi, ton côté, si tu devais repartir de zéro, comment tu trouves un client? Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver leur premier client, justement, sur ce marché-là, des coachs, des infopreneurs, etc. Mm. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire le sale boulot. Je pense que tes 3 premiers clients, tu les auras pas parce que tu as une grosse personal brand, tu as une grosse audience, tu as une grosse crédibilité. Non. Tu les trouveras parce que tu enverras 1000 messages de prospection par semaine, parce que tu posteras 3 vidéos par jour, parce que tu vas être vraiment un bourrin, un pirate et tu vas aller chercher l'argent là où il est trouvable. Si tu dois toquer à des portes pour trouver tes clients, si tu dois les appeler 15 fois, leur envoyer 50 messages chaque jour, tu le fais en fait. Et c'est comme ça que, une fois que tu auras signé 3-4 clients et que tu auras, je sais pas, 20 000 balles de trésor, tu te diras, ah ok, là j'ai 20 000 euros, comment je fais maintenant? Ah, peut-être que je vais déléguer, peut-être que je vais structurer, peut-être que je vais prendre plus de temps pour bosser mes inputs, etc. Je pense qu'au début, il n'y a pas de secret, il n'y a pas 50 stratégies, c'est créer du contenu autant qu'on peut le faire, et puis envoyer autant de messages de prospection que possible. Et je pense qu'une fois que tu as tes premiers clients, que tu passes à la suite. Ouais, pour le coup, je rejoins ta vision. Les gens passent trop de temps à trouver la stratégie, le modèle de création Il de n'y a pas de contenu, secret. le modèle de marketing. Au final, pour moi, la réflexion pousse à l'inaction, comme on dit. Ouais, carrément. Ça sert à rien de réfléchir, fais, mets en place les choses. Crée du contenu, 3 par jour s'il faut, 3 posts LinkedIn s'il faut, t'envoies 300 messages par jour, on Ouais. s'en fout. Et en fait, c'est comme ça qu'ils vont développer une stratégie. Ouais, C'est la data. Fais tellement de volume que c'est irraisonnable que tu ne réussisses pas. De toute façon, regarde, t'envoies 10 000 messages à la semaine, Mm. t'auras un client. Et t'es en mode. Enfin, moi, en fait, j'ai même fait un réel à ce sujet-là. Je suis en mode. T'envoies 1000 messages. Sur 1000 messages, t'as peut-être quoi? Allez, même si t'as un taux de réponse de merde, hein, qui est donc de 1%, tu vas avoir quoi? 200 réponses. 200 réponses. Putain, je suis désolé, il y a quand même un moment. 200 réponses. Non, tu vas avoir 100 réponses du coup. Bah non, t'as 10 000, 20%. J'ai dit 1%. Ah, excuse-moi, j'ai Non, compris. tu vas 20%. avoir 10 réponses. Je suis en mode. C'est quand même. Putain, on est en train de se galérer sur des maths niveau CP. C'est toi qui as fait des études. On va couper au montage tout ça. Non, mais au bout d'un moment, tu auras forcément, tu vois, des réponses. Tu auras peut-être 10 réponses, une réponse positive, un call. Et tu fais ça 3 fois. Et sur 3 calls, tu vas finir par vendre, même pas cher, etc. Enfin, tu vois, c'est que d'une question de volume, que d'une question de maths. T'as beau pas être bon, tu finiras toujours par closer à un moment ou à un autre. Parce que t'as fait tellement de volume que t'as pas le choix, quoi. Et puis en soi, on fonctionne comme une boîte. Mm. Aujourd'hui, les multinationales, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont partout. Bah, bien Mail, sûr. elles postent 3 fois sur Instagram. Moi, je prends l'exemple de Nike souvent.
3 fois par jour sur Instagram, 3 fois par jour sur TikTok, 3 fois par jour sur Facebook, et sur tous les canaux confondus, un mail par jour ou tous les 48 heures, je ne sais plus, Bah, bien sûr. ils font de la quantité. Pourtant, c'est Nike. On pourrait se dire Nike, tout le monde connaît. Ouais, mais c'est Qui ne parce connaît que pas Nike? c'est bien de se faire découvrir, mais après, il faut rester. C'est-à-dire que Ouais. c'est bien de capter l'attention, mais après, il faut la Mm. garder, tu vois. Donc, il faut être toujours là, partout. C'est vraiment augmenter les points de contact et faire en sorte que tu es omniprésent dans la tête de tes prospects. Toi, C'est vraiment te construire un empire et l'occuper, quoi. toi, t'as combien de canaux d'acquisition aujourd'hui dans ton business? En fait, faut jamais être dépendant d'un seul funnel de vente. Ouais. Honnêtement, moi j'ai énormément de canaux d'acquisition. Ça peut être LinkedIn, ça va être YouTube, ça va être Instagram, ça va être donc ça va être mes 3 réseaux principaux. Ok. Je vais être aussi un peu sur TikTok parce que ça me coûte rien de reposter des réels sur TikTok, tu vois. Mais honnêtement, c'est pas ma source principale, c'est juste pour avoir de la visibilité. Et ensuite, je vais faire énormément de prospection. On fait aussi un peu de follower ads. Donc en fait, on va avoir 3 canaux, donc 3 canaux organiques. On va avoir un canal écrit donc sur Instagram, non, deux canaux écrits, Instagram et LinkedIn. Et on va faire aussi un peu d'ads. D'accord, ok, super intéressant. Ouais. Ok. Toi, tu fonctionnes comment au niveau de tes canaux d'acquisition? Alors, on a 3 canaux d'acquisition principaux, Ouais. Instagram, YouTube, LinkedIn. Ouais. Ces 3 canaux, on fait de l'outbound et du inbound, on crée du contenu sur tous. On a un canal de mise en relation, c'est WhatsApp. Mhm. Vraiment, j'ai un groupe WhatsApp carrément, où on emmène tous nos prospects dedans pour leur apporter de la valeur, apporter beaucoup de choses. On a un school gratuit. Ouais, moi aussi j'ai un school. School gratuit. C'est au centre de. Après, moi, ça, je l'enveloppe dans les réseaux aussi. C'est le côté, t'as ta communauté qui est indépendante des algorithmes. C'est tellement important de faire ça aussi. Ouais, pour les garder. Ouais. T'as combien de personnes dans ton school, toi? 83. 83, ouais. Ouais. Mais je pense que c'est 83 personnes qui finiront par acheter chez toi, tu vois. C'est ça. C'est tout con, mais C'est le but. nous, on a Ouais. peut-être 120 personnes sur notre school. On en a converti, je crois, 40. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. c'est énorme en réalité. Le taux de conversion est presque de 50%. C'est énorme, tu vois. Parce que c'est déjà des gens qui sont déjà qualifiés de base, Ouais. qui veulent juste évoluer gratuitement. Tu leur donnes un maximum de valeur tous les jours, tu leur envoies des choses, tu leur envoies des. On envoie beaucoup de cadeaux aussi. Ouais. On fait même des calls, des calls de groupe offerts dedans, Mhm. histoire de rapporter de la valeur chaque semaine. On mettra les liens school dans la description, de toute façon. Ouais, de toute façon, il y aura nos réseaux, il y Ouais, aura bien tout. Et du coup, ça leur apporte de la valeur gratuitement. À la fin des calls de groupe, on propose un call de coaching. Mhm. Et bien sûr, après, ça close. Ouais, Parce qu'on carrément. leur a apporté tellement de valeur qu'au final. Bah, c'est ça, en fait, c'est la suite logique. Et justement, c'était tout le principe d'un des gros mécanismes qu'on met en application pour notre activité, pour les business qu'on scale, c'est le community funnel. C'est en fait, aujourd'hui, c'est devenu indispensable de créer la confiance avant de vendre, parce que pas tout le monde a la chance d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, une crédibilité établie depuis des années. Et donc, en fait, un des meilleurs outils pour ça, c'est justement les communautés gratuites, où tu vas pouvoir délivrer de la valeur, donner tellement de confiance que les gens, en fait, pour eux, c'est vraiment la continuation naturelle, logique d'acheter chez toi. Et ça, en fait, que tu aies 1 million d'abonnés ou que tu aies 50 abonnés, c'est pareil, parce qu'une fois que les gens sont dans ta communauté, ils sont là pour ton contenu, ta ressource, ta valeur, pas qui Ouais. tu es. Et après, évidemment, tu deviens une figure d'autorité naturelle dans la tête de tes prospects, passer un certain moment dans ta communauté, tu vois. C'est ça. Et puis même, sans compter aussi toutes les informations que tu peux récupérer, parce que c'est comme en fait une landing page, sauf qu'à la différence d'une landing page, une fois que tu as rentré tes coordonnées sur une page d'opt-in, bah, au lieu de retourner vaquer à tes occupations, bah là tu es dans une communauté active avec des gens qui discutent, avec des ressources, de la valeur, etc. Et sachant que toi tu as quand même récupéré son numéro de téléphone, son adresse email, que tu peux inclure dans des séquences, tu peux faire du cold calling, tu as énormément de possibilités. Non De toute façon, dans un marché aussi concurrentiel que le nôtre, dans toutes les niches, hein, pour le coup, toutes les niches sont Ouais. concurrentielles aujourd'hui, en tout cas 80% des niches à mes yeux, il faut avoir des canaux d'acquisition de partout. Il faut être Ouais. partout. Il faut pas être dépendant d'une seule chose. C'est ça. Tout ce que tu mets en place, ça doit être partout. Nous, LinkedIn, on reposte sur YouTube, on reposte sur School, on reposte dans les mails maintenant. Nos posts LinkedIn, on les envoie par mail. On les envoie aussi sur WhatsApp, dans le canal, excusez-moi. Le but principal, c'est d'être partout. Ouais, Dès qu'ils ouvrent un multiplier, réseau, on te voit. Dès qu'ils ouvrent, peu importe n'importe quel réseau, on te voit. Encore une fois, je sais plus qui disait ça, mais c'est tout ce qui est stratégie justement d'augmenter les points de contact un maximum. Je crois qu'en moyenne, il faut 7 points de contact avant que quelqu'un commence à passer à l'action ou s'abonne ou prenne un call avec toi. Et il faut aussi que. Est-ce que tu te rappelles de combien d'heures il faut que la personne ait 6 heures. passé 6 heures. Il faut que Il la faut personne ait 6 passé heures. 6 heures. Et 6 heures, c'est énorme. Et c'est pour ça aussi que moi, je recommande très vivement soit de faire du YouTube et soit aussi d'être sur School ou soit les deux. C'est que, en fait, oui, vous allez pouvoir capter l'attention grâce au format court, mais vous n'allez jamais pouvoir la garder. Et jamais personne, à moins de vraiment d'être abonné à vous pendant 6 mois, va vraiment s'attacher à vous et à votre contenu et à qui vous êtes avec des formats courts. Par contre, ils vont le faire avec des formats longs sur YouTube, sur School, etc. Alors, moi, j'ai un cheat code un peu pour bypass ça, c'est faire des calls de groupe gratuits. Ouais, bien sûr. Un peu comme des C'est bien aussi, webinaires, ça. tu vois. Par contre, on les fait directement dans School. Le call dure 1 heure. Sur les 6 heures, tu as déjà pris 1 heure gratuitement. Mm. Certes, tu donnes ton temps gratuitement, on est d'accord.
Par contre, c'est un cheat Ah code ouais, pour moi. de toute façon, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est ça. C'est Hormozy qui disait ça, c'est le give and ask. C'est plus tu donnes, plus tu vas recevoir, plus tu démontres en quoi tu es compétent à résoudre une problématique, plus justement, les gens sont susceptibles de passer à l'action avec toi Ouais. parce ils en ont, enfin, ils vont en être témoins. Je pense qu'il y a tellement de promesses qui sont aujourd'hui folles sur le marché que tu peux plus te différencier avec ta promesse. Tu t'es obligé de te différencier avec justement ta capacité à montrer en quoi tu es compétent, tu vois. La redevabilité Ouais. aussi. Parce que tu vois, C'est- demain, alors même si la délivrabilité va pas suivre, un nouveau coach business qui arrive sur le marché, il peut dire je t'apporte 1 milliard de leads en 10 jours, satisfait ou remboursé. Par exemple, il peut faire une promesse comme ça et mettre ça en bio LinkedIn, Instagram. Et donc en réalité, ça va être une promesse très similaire à d'autres. À d'autres gros infopreneurs. Donc, qu'est-ce qui va changer? C'est justement son axe différenciant, tu vois. Pour moi, maintenant, les surpromesses, ça marche plus. Les Ah gens non, se ça sont marche plus. habitués. Je suis d'accord. Encore en B2C, je ne sais pas. Pour le coup, je n'ai pas vu vraiment de stats. Ouais, bien En sûr. B2B, Tu peux plus te différencier avec ta promesse. je vois c'est sûr. des ads, je rajoute 50 000 euros par mois à ton chiffre d'affaires. Si ça marche pas, t'es remboursé. Et plus 3 000 euros, un truc comme ça. J'avais vu genre des mecs carrément qui payaient si ça marchait pas. Oui, j'ai vu. D'ailleurs, je le connais. Mais je suis en mode, je vois pas comment ça peut tenir, étant donné que, en fait, bah, dans des choses comme ça, t'as quand même quelque chose qui est le plus gros facteur qui fait que les choses peuvent ne pas marcher. Mm. Même si, évidemment, chaque accompagnement scaling a pour objectif de réduire au maximum ce facteur-là, et en sélectionnant, en faisant aussi un vrai travail de qualification. Mais c'est le facteur humain, en fait. Et tu sais pas si la personne elle va être motivée, tu sais pas si la personne elle va avoir envie de bosser autant que tu lui demandes. Tu sais pas si. Et tu vois, typiquement, nous, je sais que la philosophie de notre accompagnement, c'est on ne ment jamais à nos clients, à nos prospects qui arrivent en appel, on leur dit avec nous, il va y avoir du travail. Ça va te prendre beaucoup de temps par jour de bosser. Mais par contre, on va avoir des résultats extrêmes en très peu de temps. Mais c'est des stratégies de scaling agressives. Ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont vouloir y aller plus pépère, etc. Ok, si vous voulez, nous, c'est pas notre manière de fonctionner. Mais à la fois, je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans la qualification avant et être très transparent avec ses clients. C'est le meilleur moyen, je pense, d'avoir des résultats, tu vois. Et Ouais, pas c'est avoir de ça. mauvaises surprises. D'ailleurs, un conseil pour tous ceux qui voient les promesses comme ça, regarde, demandez les conditions de la garantie. Ouais. Un conseil, c'est. Puis vous ne faites pas aux garanties aussi, parce qu'on trouvera toujours un moyen de vous niquer. Oui. Enfin, honnêtement, Le but, c'est faire de l'argent. Le business, c'est faire de l'argent. ouais, pas passer à l'action avec quelqu'un si vraiment vous sentez que vous pouvez lui faire confiance, si vous sentez qu'il peut vous apporter des résultats, mais passez pas à l'action avec quelqu'un parce qu'il vous promet 3 000 euros si vous n'en avez pas gagné 50 dans les 3 prochains jours. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est des trucs qui n'ont pas de sens, tu vois. Moi, pour compléter ce que tu as dit, par rapport aux clients qui, des fois, Ouais. n'aiment pas le scaling forcé, le scaling lourd, excuse-moi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a mélangé un peu deux modèles. C'est done for you, done with you. Et on Ouais, bien mélange sûr. les deux Offre hybride, ouais. et on fait énormément pour nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, nous, on met en place une VSC, une vidéo sales call. C'est la vidéo que tu envoies avant l'appel. Ouais. Et on la scripte pour eux. Hmm. On fait toutes les tâches un peu à processiser, les Ouais. tâches techniques, on va les faire pour eux. Le Ouais. but, en fait, notre vision, c'est quoi? C'est que quand le client arrive dans l'accompagnement, toutes ces tâches-là, on les fait. En fait, on lance le client. On est là pour le lancer, pour le booster. Parce que si directement on lui dit, ouais, faut que tu scriptes ça, faut que tu mettes ça en place, le client va se dire, ouais, j'arrive à peine, il y a des tâches à faire un peu lourdes. Donc on s'est dit, vas-y, on lui fait. Et après, lui, il n'a plus qu'à créer du contenu. Ouais, bien sûr. On optimise son offre aussi, il n'a pas à le faire. À CT, créer du contenu et CT. Et c'est les tâches qu'il aura toujours à faire. C'est le marketing. Par contre, tout ce qui est process et stratégie dans le sens à scripter, on lui fait. C'est hyper intéressant parce que ça renvoie un peu à la structure de l'offre. Je pense que nous, c'est pareil, on a aussi une grosse partie qui va être en done for you. Et je pense que c'est devenu indissociable. Tu n'as plus le choix. Tu es aujourd'hui obligé d'avoir un modèle hybride. Typiquement, nous, qu'est-ce qu'on fait en done for you? Nous, ça va être typiquement, on va manager, placer et faire les SOP pour le setting. On va paramétrer les comptes Meta Business Manager. On va construire les communautés gratuites si nécessaire, avec des designers, des graphistes qu'on paye, etc. On va scripter les messages, on va revoir le copywriting des landing pages et toutes ces choses-là. En fait, on a pas mal de features en done for you et c'est sûr que c'est hyper important parce qu'effectivement, ça permet d'alléger le travail. Après, tu vois, comme pour la création de contenu, la délivrabilité, en réalité, c'est souvent ce qui demande le plus de temps et le plus d'énergie. Ouais. Et donc, nous, en fait, on fait tout pour que ça. Ce qui est sûr, c'est que nous, dans notre accompagnement, chaque minute d'énergie investie, il part pas à la poubelle. On s'assure que tu bosses à chaque fois sur ce qui est le plus important et de la meilleure des manières possibles. Mais évidemment, t'as beau faire ça, tu auras toujours du travail. Donc en fait, c'est pour ça que nous, on prévient que en fait, nous, on va te faire scaler très rapidement en 4 mois, de manière très agressive, mais par contre, il va falloir bosser, ça va être cardio, mais dans 4 mois, ton business, il est méconnaissable. Ouais, c'est ça, c'est super important. Et à mes yeux, se différencier, c'est ça aussi la différenciation dans un marché concurrentiel. C'est le plus difficile. C'est ça. C'est le plus Et difficile. faire pour le client, c'est le meilleur moyen de se différencier dans un marché où on est souvent dans le milieu. Ouais. Après, je pense que malheureusement, se différencier, ça passe. Tu as beau avoir une offre qui est très différenciante, si personne sait que ton offre existe, c'est compliqué. Et pour faire en sorte que ton offre soit connue,
bah, il faut déjà créer du contenu. Et pour créer du contenu qui fonctionne, il faut que tu aies une offre qui soit. Enfin, il faut que tu aies un axe différenciant. Et je pense que le premier axe différenciant que tu dois avoir, c'est dans ton contenu. Et ça, c'est surtout dans le make money, dans le scaling, c'est tout ce facile. C'est pour ça que moi, en réalité, j'ai trouvé cet angle assez intéressant, qui est, bah, on parlera après justement de tes axes de différenciation, ça m'intéresse beaucoup. Moi, par exemple, ça va être beaucoup le fait que je vive à Paris, et donc je vais me dissocier de l'image de Dubaï, des infopreneurs scaling de manière générale. Moi, je vis à Paris, j'aime beaucoup cette vibe-là, c'est ma ville de naissance, j'en profite et j'affiche beaucoup ça, au même titre que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la stratégie militaire, et donc j'ai beaucoup de liens et d'analogies avec ça. Donc tu vois, ça c'est des petits axes qui vont permettre de communiquer ma valeur d'une manière différente au marché. Ce qui fait que quelqu'un il va te dire ah bah pas encore un énième coach business, ah ok une nouvelle manière de présenter les choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, Et, c'est vrai que ça tourne et toi, différent. c'est quoi un petit peu tes axes de différenciation C'est quoi ton astuce, toi? Mon astuce, tu veux dire mon mécanisme unique? Ouais, enfin ouais, c'est ça, ce qui fait que tu es vraiment unique sur ton marché. À mes yeux, je ne parle pas beaucoup, forcément que de stratégie. Je Ouais. parle beaucoup de compétences sociales. Ok. Pour moi, c'est le plus important jeu dans le business. Si tu n'as pas de compétences sociales, tu seras mauvais en closing, excuse-moi, et tu seras mauvais en marketing. Ouais. Pour moi, c'est le plus important. Il y a aussi le fait que je sois passé dans une série avec mon mentor. C'est quand même un axe différenciant dans le sens où mon parcours est prouvé, en fait. Ok. Mon évolution, elle est prouvée noir sur blanc, dans une vidéo, excuse-moi, sur YouTube. Et du coup, ça me permet elle est aussi... disponible sur ta chaîne YouTube? Non, sur YouTube de mon mentor. Ok. Il y a le fait que je sois jeune, 19 ans. Et pour moi, l'axe vraiment différenciant, c'est les compétences sociales. Ouais, bien sûr. Je ne parle pas que de SOP, que de marketing, que de vente, que d'acquisition, de conversion. Bah, de plus en plus, tout le monde commence à faire ça sur le marché en fait. Je pense que tu as eu le avant Mathis Clouet. Oui. Où les gens parlaient faisaient du contenu qui avait pour objectif de faire des vues. Tu as eu Mathis Clouet qui faisait du contenu brut, qui parlait de valeurs, de pure, etc. Maintenant, tout le monde s'est mis à faire ça. Des mind maps. Des mind maps. Maintenant, ça marche plus. Maintenant, il faut revenir à des nouveaux concepts. Michael Bou parlait justement de faire des vlogs, faire des trucs comme ça. C'est ce que je fais, moi. Et ouais, mais c'est des trucs qui marchent bien, tu vois, parce que c'est juste des trucs que tu n'as pas l'habitude de voir. Et je pense que ce qui fait qu'un contenu fonctionne, c'est ta capacité à être à contre-courant, tu vois. Bah, quand je poste mes modules clés, maintenant, on fait ce format vlog. Parce que même moi, je regarde beaucoup Mathis. Par contre, tous ceux qui ont repris le format mind map, gros titre et tout, avec ces profs dessus, je trouve ça chiant de base. Ceux qu'en plus, la plupart le font mal. Pas se mentir. D'accord avec toi. C'est pas parce que tu parles vite et que tu as mis une mind map que ce que tu dis est intelligent. Ouais. C'est ça, il faut garder la rétention des gens. C'est ça le plus dur. Comme tu as dit, dans un marché d'attention. Économie d'attention, ouais. Économie d'attention. Et aujourd'hui, les gens en plus ne savent même pas l'exploiter. Ne savent pas garder la rétention des gens. Et pour moi, il faut se différencier sur d'autres formats. C'est pour ça qu'on a pris les vlogs. On fait des modules clés sur YouTube avec full valeur, mais en format vlog. Ouais, non, je suis d'accord, c'est hyper important. Et on montre pas de lifestyle, Lamborghini, tout ça, ça m'intéresse pas. Parce que déjà, je dépense pas mon argent là-dedans pour l'instant. Surtout que les B2B et B2E, ils s'en foutent en fait. On en a rien à foutre. Par contre, on montre le quotidien. Ouais. Le quotidien simple. Moi, je me lève, je suis dans ma chambre. Le soir, je me couche, je suis encore dans ma chambre. Genre, j'ai pas bougé. Je montre vraiment full valeur. Les gens pourraient se dire c'est chiant à regarder, cependant, on donne beaucoup de valeur. Et on cherche pas les vues, pour le coup. Moi, je cherche pas à faire 1 million de vues, tout ça sur mes vidéos, je m'en fous. Le but, c'est d'avoir les bonnes vues, des vues qualifiées. Et du coup, ça nous permet d'atteindre ce chiffre d'affaires-là chaque mois. Ouais, carrément. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite conclusion. On fait un petit conclusion, un petit CTA vers ce qu'on fait, vers comment on fonctionne. On n'a pas on pourrait croire qu'on est concurrent, mais en réalité, on n'a pas la même manière de fonctionner. Et puis dans tous les cas, moi, j'ai aucun problème à faire des podcasts avec des gens qui font relativement la même chose que moi, parce que je pars du principe que les gens vont passer à l'action avec la personnalité qui matche le plus, avec ce que tu as envie de faire. C'est ça. Donc, je fais un rapide CTA vers ce que je fais. Si aujourd'hui, tu es coach, consultant, infopreneur, que tu as un infoproduit de manière générale et que tu es bloqué, tu stagnes entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que tu as envie, justement, en appliquant des méthodes d'expansion et de stratégie vraiment agressives, aller chercher les 50K par mois en 4 mois. Écoute, je t'invite directement soit à rejoindre ma communauté gratuite, le lien sera en description, où j'y détaille énormément de mes stratégies, et gratuitement, plus de 4 heures de module vidéo, ou alors prendre directement un appel avec moi ou un membre de ma team. On te donnera déjà une mind map de scaling 100% gratuite pour t'expliquer comment on aurait fonctionné avec toi et comment on aurait fait à ta place. Intéressant. Si vous êtes coach, formateur, et que vous faites entre 5 et 10 000 euros par mois, et que vous voulez du coup scaler votre activité à 25 000 euros par mois avec seulement 5 à 6 rendez-vous par semaine, des rendez-vous très qualifiés, vous allez simplement prendre un appel de sélection en inscription. C'est entièrement gratuit, vous repartez avec un diagnostic complet de votre offre pour le coup. Ou sinon, il y a une communauté gratuite où vous pouvez apprendre à faire vos premiers 10 000 euros par mois dans mon académie. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao.